This episode is brought to you by Indeed. Stop waiting around for the perfect candidate. Instead, use Indeed sponsored jobs to find the right people with the right skills fast. It's a simple way to make sure your listing is the first candidates see. According to Indeed data, sponsored jobs have 4 times more applicants than non-sponsored jobs. So go build your dream team today with Indeed. Get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Vous écoutez Après le vide, le podcast qui aborde les conséquences des violences sexistes et sexuelles sur nos vies. Je suis Romane, sophrologue spécialisée dans l'accompagnement des victimes de VSS, et ici, des personnes qui ont vécu ces violences viennent raconter leur histoire et ce que ça a changé dans leur vie. On en parle simplement, sans tabou, pour déculpabiliser et surtout comprendre comment ces violences marquent nos corps, nos esprits et nos quotidiens. Parce qu'il y a autant de vécus que de victimes et que chaque histoire mérite d'être racontée et écoutée. Il y a 2 épisodes par mois et si le podcast vous aide ou vous parle, le meilleur moyen de le soutenir gratuitement, c'est de lui mettre la note de 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Merci. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Après le vide. Aujourd'hui, vous allez entendre le témoignage de Solène. Solène a grandi dans un environnement où l'inceste et le climat incestuel étaient là, bien présents au quotidien. Elle n'a jamais oublié ce qu'elle avait vécu, elle n'a pas eu d'amnésie traumatique, aucun trou de mémoire. Les souvenirs étaient bien là, bien nets, simplement enfermés dans un contexte où personne ne mettait de limites. Et c'est là que la dissonance devient frappante. Ses parents ont été tous les 2 médecins, l'un généraliste, l'autre gynécologue. Sur le papier, des métiers censés protéger, accompagner, ceux qui prennent soin. Dans la réalité, Solène n'a eu aucune protection, aucune sécurité. Solène se livre sur sa prise de conscience tardive, ce que ça a bougé en elle, et les questions qui s'entremêlent. Qu'est-ce qui vient du trauma ? Qu'est-ce qui pourrait être le TDAH, un TSA ? Où sont les frontières quand tout a été brouillé dès le départ ? Solène nous parle aussi de cette volonté de briser le silence autour du climat incestuel et de l'inceste. Ce témoignage nous rappelle violemment que ces violences peuvent traverser n'importe quel milieu, même celui qui prétend savoir mieux que les autres. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Solène. Bonjour Romane. Comment tu vas ? Ça va pas trop mal aujourd'hui. Et toi ? C'est le grand jour. C'est le grand jour, oui. Bah ça va, merci. Je suis contente justement de terminer cette semaine avec toi et de te recevoir aussi sur le podcast. C'est hyper gentil de me recevoir aujourd'hui. Merci. Avec plaisir. Avant de commencer, est-ce que tu aimerais te présenter déjà ? Bien oui, je m'appelle Solène, j'ai 49 ans, j'ai 2 enfants qui ont 13 et 17 ans. Je suis mariée et j'habite à l'étranger. Parfait, merci beaucoup. En quoi c'était important pour toi de venir témoigner sur Après le vide ? J'ai écouté presque tous tes épisodes avec merci pour le temps passé. avec grand intérêt et passion et vraiment et j'ai parlé à des amis et j'en reviens pas que tant de personnes et autant d'histoires à raconter sur tellement de plans en plus, il n'y a pas forcément qu'un petit plan, il y a plusieurs plans souvent. Ouais. Et pour moi en particulier, quand j'ai découvert ce qui est très récent, que j'avais vécu dans un climat incestuel, je me suis dit, si en plus ça s'est passé pour moi dans une famille avec des médecins, mes 2 parents sont médecins, ou étaient médecins, un est mort et l'autre toujours là, mais on dit toujours que même quand ils sont à la retraite, ils sont médecins. Ma grand-mère était médecin. Ouais, c'est vrai, ta gravité vraiment dans cet environnement, ouais. Ouais, si ça se passe dans ces familles-là, alors il n'y a pas d'exception. Et peut-être même que c'est encore pire dans ces familles-là. J'ai peut-être découvert ça aussi. Donc, je pense que c'est important de témoigner que d'autres personnes le sachent parce que je ne le savais même pas jusqu'à il y a 6 mois. À 49 ans. Après, même dans la dimension du médecin, ce qui est, je sais pas si je peux employer le terme choquant, je sais pas trop quoi mettre à côté, mais ou dessus, mais c'est que c'est des gens qui soignent.
Oui. qui sont au chevet. Donc effectivement, cette dimension de climat incestuel et donc oui de cette posture d'agresseur, elle est complètement folle finalement. Paradoxal. Complètement paradoxal, ouais, c'est exactement le terme que je cherchais, mais que j'avais complètement oublié. Ouais, oui. Donc oui, c'est important pour moi de témoigner pour montrer que vraiment il n'y a pas ça peut toucher n'importe qui, n'importe quel niveau socio-économique, n'importe qui dans la société. Et ben justement, est-ce que tu peux nous raconter ce qui t'est arrivé, même si du coup on sait déjà, on a une première idée effectivement. Ouais. Donc d'abord, il y a eu le climat narcissique de mon père surtout, un peu de ma mère, et plus ça va, plus je réalise à quel point elle est aussi un peu narcissique. Mais surtout mon père, je savais qu'il y avait un problème pour moi dans notre famille. Je suis fille unique. Vers l'âge de 15 ans, déjà, je voulais voir un psy, mais je n'osais pas le dire parce que je savais qu'on allait me dire « Mais n'importe quoi, tu vas très bien ». Donc, en plus, mes parents étant médecins, oui, avec cette posture. Oui, la posture du sachant, en fait. Oui. Et en plus, ils allaient m'envoyer vers un de leurs collègues. Donc, ça allait être un peu délicat. Oui, en plus. Donc, je m'étais dit, bon, non, écoute, tout ça va aller, ça va bien, ça passera. En fait, c'est jamais passé. Mais je ne savais pas pourquoi je voulais voir un psy. J'étais pas bien. Je me sentais pas très bien dans ma tête, je sais pas, je voulais parler, mais bon, je pouvais pas. Donc, il m'a fallu de nombreuses années pour comprendre ce qui s'était passé avec mon père et que c'était en fait un pervers narcissique. Et ça, je l'ai découvert grâce à un livre de Irigoyen qui s'appelle La perversion morale. Non, quelque chose comme ça. Il faut que je vais repenser. Je glisse juste là comme ça, mais je rappelle aussi quand même que le pervers narcissique, en fait, cliniquement, ça n'existe pas. Alors, je sais que c'est un terme qu'on utilise beaucoup, mais c'est aussi un terme qui est très fourre-tout, qui, en fait, est un peu là pour pathologiser, en fait, les hommes violents, alors qu'en fait, au-delà d'être des personnes dites malades, parce que ça veut aussi sous-entendre que forcément tous ceux qui passent à l'acte, ce sont des malades mentaux, c'est pas forcément le cas. Et que du coup, en fait, c'est surtout, avant d'être des pervers narcissiques, des hommes violents, des hommes dangereux, mais pas forcément, enfin voilà. Ouais, alors quand c'est ton père, ça se voit pas. Oui, oui. Et en plus, quand il est médecin, que tout le monde le vénère, ça se voit encore moins. Et qu'en plus, quand de nature, ils savent tout et tout va bien et sont Dieu, c'est difficile de douter de son père. Donc, c'était ça, le titre m'est revenu, c'est le harcèlement moral. Et elle décrit très très bien dans le livre tout ce que j'ai vécu avec mon père. En fait, donc tout a commencé par ça. C'est des commentaires, des critiques. Je dirais pas sans arrêt parce qu'il faut quand même pas exagérer, mais tellement souvent que je sais même pas si c'était tous les jours, tous les 2 jours, toutes les semaines, tous les mois, je ne sais pas, mais il y en avait beaucoup. Surtout comparé au très 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 petit nombre de commentaires sympathiques, on va dire. Ouais. Et du coup, en plus, la particularité, c'est que là, à la fois, il a 2 pôles un peu de domination envers toi. Alors, normalement, un parent doit pas être dominant, mais là, ce qui se passe, c'est l'autorité, c'est ton père. Et en plus de ça, il a la particularité d'être médecin, donc avec cette posture qu'on connaît bien. Alors, pas chez tous les médecins, mais il y en a beaucoup qui se sentent aussi assez supérieurs et qui pensent vraiment tout savoir, etc., qui se mettent vraiment dans cette posture de tout puissant, de tout sachant. Donc, c'est vraiment, à la fois, vraiment ces 2 pôles qui se mettent en place pour toi. Dans cette relation, en fait, ouais. Plus le fait que ma mère ne voyait pas, n'entendait pas. Alors, il était très subtil, donc je pense même qu'elle pouvait pas savoir ni voir. Que le peu de fois où elle l'a vu, elle m'a un peu défendue, mais bon, c'était pas très facile pour elle, sans doute. Et donc, tout le reste, c'était des petites piques comme ça, invisibles, tout le temps. Des critiques sur mon corps, sur mes cheveux, sur ma façon de parler, sur si je parlais pas assez ou si je parlais trop, si je mettais trop longtemps à m'exprimer, si c'était toujours jamais bien, c'était jamais bien. Ouais, il y avait toujours quelque chose à redire sur toi, peu importe ce que tu fasses. Ouais, donc forcément je me sentais, je pensais que c'était de ma faute, hein. Donc j'ai toujours essayé d'être mieux et de faire mieux. Et ça m'a jamais quittée. Même quand j'ai su que c'était de sa faute, j'ai eu beaucoup de mal à combattre ça, quoi, parce qu'il y avait eu déjà 25 ans de pique et tout ça.
Donc il y a eu ça. Et puis en parallèle, donc des choses dont je ne savais pas que c'était un problème. Et donc que j'ai découvert il y a 7 mois grâce à mon amie d'enfance qui, elle, s'est souvenue de choses en entendant dans un autre podcast parler du climat incestuel. Et quand elle a entendu parler de ça, tout de suite elle a pensé à moi et elle m'a appelée et elle m'a dit tu te souviens ça. En fait, c'était un climat incestuel, c'était un gros problème, quoi. Ah bon? Ouais, donc c'est j'allais dire marrant, c'est pas marrant en soi, mais que cette amie justement ait aussi cette prise de conscience pour toi et t'appelle pour te dire en fait ce que t'as vécu c'est ça. C'est incroyable et je pense vraiment que si elle était plus en vie maintenant, je saurais toujours pas. Donc donc je peux rentrer dans les détails là dans le climat incestuel. Ah oui complètement. Parce que c'est ça qui m'a tellement intriguée mais comment est-ce que pour moi c'était normal, pour moi c'était tu l'as souvent dit dans tous les autres épisodes que on vit dedans donc on ne le voit pas et voilà, comme ça j'allais le dire, tu m'as ôté les mots de la bouche. Mais c'est ça, c'est de toute façon quand tout ce que tu connais gamine, c'est la dévalorisation plus tout ce qui constitue du climat incestuel que tu vas nous raconter juste après. Quand tu grandis, bien évidemment que c'est ta norme à toi et que c'est même plutôt ce que les autres font qui te paraissent bizarres parce que ils font pas comme toi en fait. Alors que c'est l'inverse. Et en plus, alors c'était les années 80, donc bon, c'était aussi la libération de la femme depuis les années 60. Mais ma mère, elle est gynéco. Donc c'était vraiment une libération sexuelle. Donc moi j'ai pris ça, bon je le savais pas à l'époque évidemment, mais je l'ai rationalisé comme ça au cours des années. C'était normal qu'on me mette à poil, on va le dire, à poil, toute nue, pour une séance photo à l'âge de 14 ans. Alors que absolument pas. Non, pareil que non. Donc ça c'était le plus gros, on va dire, dont ma copine se souvenait. Et aussi, et elle m'a dit un jour, j'étais venue pour déjeuner et ton père a dit bon ces photos, c'est toi qui les montres à mes copains ou c'est moi? Donc ça je me souviens pas. Je sais pas s'il les a montrés ou pas. Moi évidemment je les ai pas montrés quand même. Alors je souris sur les photos, mais évidemment que je me sentais pas bien, que c'était franchement désagréable, que j'étais ou toute nue ou avec le caleçon de mon père. Mais du côté médical, c'était tellement intéressant de voir l'évolution de mon corps. Donc je dis bon, ok, alors ok. Bon. De toute façon, j'avais pas le choix. C'est intéressant à tes yeux pour toi, mais au regard de tout le reste, absolument pas. Ça ne les regarde pas et non pas à voir les changements de ton corps. Non, mais c'était pour ma mère qui trouvait que c'était intéressant de voir les. Ouais, je sais, mais je rappelle. Ah oui, tu rappelles. Je t'ai dit, je pop de temps en temps pour dire non, c'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Et même pour eux, il y a pas, c'est mon intimité à moi. Ils n'ont pas prendre des photos de moi comme ça. Et en plus, c'était des diapos et qui ont été développés en photo. Donc, je me souviens très bien de photos et je me souviens aussi de retrouver les diapos. Non, je me souviens que mon père ou ma mère, je crois que c'est mon père, qui m'a dit un jour, il m'a amené la boîte de diapos et il m'a dit tiens, ça t'appartient. Donc, quand même, ça m'appartient. Et et puis, je sais pas, je les ai mis dans un tiroir. Et un jour, je les ai retrouvés. Mais je pense que je les ai brûlés. Parce que en les voyant, je me suis dit, ça, je préfère oublier, quoi. Merci. Ouais, tu m'étonnes. Et donc, à vérifier. T'avais déjà eu cette prise de conscience quand tu les as brûlés? Non. M'étais juste dit, bon, ça, c'est mon père. Donc là, je savais déjà pour le côté narcissique. Et je me suis dit, tout ce qui est comme ça avec mon père qui est un peu foufou, non, j'ai pas envie de le garder, quoi. C'était tout, quoi. Oui, en fait, c'était déjà latent sans avoir vraiment tous les termes et finalement toutes les conséquences qui allaient émerger par la suite, mais c'était présent. C'est ce que tu décris déjà à ton adolescence, c'est que il y a ce mal-être qui est présent, que tu sais pas forcément trop pourquoi, que tu te questionnes, qui perdure aussi un peu après. Ouais, et il y avait en plus de ça, dès qu'il faisait beau, l'été, printemps, été, automne, il fallait être dehors. Bon, d'accord, mais il fallait être dehors, toute nue à nouveau. Ou enfin, au moins en culotte, quoi. Allez, déshabille-toi, il fait chaud, ou il fait beau. Aux yeux de tous ou dans l'intimité, entre guillemets, si je puis dire. Ça m'écorche la tronche de dire intimité par rapport à ça, mais bon, c'est pour montrer un peu la différence, on va dire.
Mais d'accord, ok, ouais. L'intimité à 3 de la famille. Donc finalement, t'es toujours en position de vulnérabilité parce que je crois qu'on n'est pas plus vulnérable que lorsqu'on est littéralement toute nue Ouais. finalement. Et c'était bien ça le problème. Je pense que le malaise, c'était en ça, permanence. En permanence. Et Ouais. que c'était pas, si je descendais, que j'étais habillée, ça n'allait pas. Si je descendais, j'étais en t-shirt, ça n'allait pas non plus. Il fallait vraiment être ou en maillot ou en culotte. Allez, détends-toi. Ça, c'était une expression préférée de mon père. Allez, détends-toi, relax. Alors, je le faisais, mais encore une fois, à reculons, quoi. J'aimais pas. Qui aime s'exposer quand il aime pas, déjà? Enfin, il y en a qui, que ça dérange pas, hein. Mais moi, ça me dérangeait. Oui. Donc, il y a eu ça. Il y a eu le manque d'intimité de façon générale parce que on pouvait rentrer n'importe comment dans les salles la salle de bain de mes parents. Ils avaient une salle de bain et puis il y avait une salle de douche en bas. Donc, c'était pas fermé à clé. Et voir, il fallait, c'était mieux si c'était ouvert, quoi. La porte un peu ouverte. Ouais. Non pas qu'à chaque fois il débarquait, quoi, mais donc mon ami me rappelle aussi, une fois j'étais chez toi, on avait 11-12 ans, hein, donc on prenait un bain ensemble, rien de spécial, c'était juste qu'on était copines et on prenait un bain, donc, comme on peut le faire quand on est enfant. Et mon père, donc on avait fermé la porte, mais mon père, sans frapper, a ouvert la porte et est entré, bien que j'ai dit non, rentre pas, mon ami est là. Il est quand même rentré et elle se souvient qu'il a levé la main comme pour me frapper. Ouais. Et oui, donc en plus la menace. Alors, quand ma copine me dit ça, je lui dis mais pourquoi il aurait fait ça alors que je te défendais toi, ça avait rien à voir avec moi. Elle me dit parce que tu lui avais dit non, quoi, c'est tout, il était pas content. Ouais. Ok. Donc ma copine, elle s'est dit bon chez nous on a peut-être un peu coincé. Et chez elle, c'est plus ouvert. Et puis moi, je me suis rien dit de spécial. Je me suis dit, ici, c'est comme ça, quoi. De toute façon, il fallait pas que j'ouvre la bouche pour dire quoi que ce soit. Oui. Donc, il y avait ça. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Le manque. Donc, on dit souvent que le climat incestuel, c'est un climat, c'est pas juste la notion sexuelle ou d'intimité, c'est aussi que l'enfant est une extension des parents. Oui, c'est ça. Et de toute façon, que ce soit dans l'inceste ou dans le climat incestuel, il n'y a rien de sexuel. Non. C'est justement la frontière, tout est flou et tout est... c'est ça, c'est rien n'est clair, mais c'est pas de l'ordre de la sexualité. Non. Et donc, c'est cette question que l'enfant est une extension des parents, ça c'était très très clair pour moi, ou en tout cas c'est clair pour moi maintenant, que vraiment j'étais leur objet. Ça aussi, tu l'as dit plusieurs fois dans les épisodes. Je me suis dit, ouais, moi aussi. Vraiment, on est là pour rentrer dans leur moule et on n'a pas intérêt à déborder, quoi. On n'a pas intérêt à être carré si le moule est rond, ni le contraire, quoi. Donc forcément, ça mène à des situations où on n'est pas bien dans sa peau, quoi. Non, puisqu'en fait, tu peux jamais accéder à ta personnalité, puisque t'es conditionné pour être comme tes parents désirent que tu sois. Ouais. Et c'est difficile de s'accepter puisqu'on sait qu'on n'est pas comme ça, mais qu'on doit l'être. Donc oui, ça a mené à beaucoup de problèmes d'identité, notamment ces 9 dernières années. Donc ça, peut-être que je reviendrai dessus. Donc j'ai détecté 3, c'est même pas des stades, mais c'est 3 choses. Donc il y avait le climat narcissique, le climat incestuel, et 3 jours après que mon amie m'a dit tout ce qu'elle m'a dit, et m'a fait prendre conscience de ça, j'ai réalisé en fait qu'il y avait eu de l'inceste, pas seulement le climat incestuel. Donc l'autre chose qui s'est passée, c'est que quand j'étais petite, mais très petite, genre 3 ans je pense, jusqu'à vers 8-10 ans, 10 ans maximum je pense, très difficile de savoir, c'est que tous les dimanches soirs, avec mon père, c'était notre temps à nous. Parce que mon père, il travaillait quand même pas mal, même le samedi matin. Donc, il y avait un jardin, une maison à s'occuper. Donc, je le voyais pas beaucoup. Donc, le dimanche soir, c'était notre temps à nous. Et le dimanche soir, c'est quand il prenait son bain et qu'il se lavait les cheveux et tout ça. Donc, on avait bien le temps de papoter. Je me souviens pas trop de quoi on papotait. Je me souviens juste d'un sujet en particulier qui est comment on fait les bébés. Ouais, ce qui est déjà très spécial. C'est quand même très spécial, surtout venant du médecin qui va pas dire que c'est
je sais pas comment, les choux et les fleurs. Ouais, oui. Les bébés, ils naissent pas dans les choux et tout ça, quoi. C'était très... Bah, puis tu peux aborder la question, je veux dire, de façon normale, entre guillemets, toujours, une fois comme ça, de temps en temps, mais quand c'est récurrent, ça devient malsain. Ouais. Je pense que c'était récurrent parce que je sais très bien que une autre fois, il m'a demandé, alors, comment on fait les bébés? Raconte-moi, quoi. Dis-moi tout, quoi. Ouais, en plus, ouais. Donc je lui avais dit, donc j'avais répété ces mots, bah oui, alors le monsieur, il se met sur la dame, et puis, alors je sais pas, je me souviens pas très bien des mots exactement, mais c'était, je pense, c'était oui, le mais pénis, c'est normal aussi. Ouais. Bon, alors je suis pas contre ça parce que je sais que c'est bien aussi d'utiliser les bons mots, mais bon, est-ce qu'on avait besoin de aussi faire toute la leçon et de refaire la leçon? Oui, c'est ça, qu'on te le dise une fois comme ça, parce que je pense que effectivement, quand c'est bien fait, c'est essentiel de savoir nommer, parce qu'en plus, ça permet aussi pour les enfants qui sont victimes de pouvoir dire exactement où ça s'est passé. Pour autant, quand c'est comme ça et quand tu sens limite que c'est un petit plaisir d'entendre ta petite fille de je sais plus quel âge exactement, mais qui est très petite quand même, répéter ce que son papa lui apprend sur comment on fait des bébés, ouais. C'est pas normal. Non, et c'est une très bonne expression, son petit plaisir. Ça, je pense que vraiment, c'était ses petits plaisirs. Tout ça, c'était pour lui. Et franchement, je pense pas qu'à 3 ans, j'ai demandé comment on fait les bébés, raconte-moi et dis-moi et utilise bien tous les bons mots. Oui. C'est clair. T'as pas besoin d'avoir tous les détails, et puis même si jamais tu poses la question, enfin, t'adaptes la réponse en fonction de l'âge de l'enfant que t'as en face de toi, quoi. Et ça, je pense pas qu'il l'ait fait. En plus, ma mère, c'était elle, la gynéco, c'était peut-être elle qui devait me parler de tout ça plutôt que lui, hein, je sais pas. Bon, bref. Déjà, le pervers, un peu là, bon. Mais c'est même pas le problème. C'est même pas le problème ni le sujet d'ailleurs. Enfin si, ça fait partie un peu du truc quand même, mais oui. Donc bon, il avait fini ses cheveux, tout ça, et puis il sortait de la baignoire et puis il se séchait, et puis là c'était le moment de lui faire un bisou sur son pénis. Et donc bah pour moi ça a toujours été normal. Donc j'ai pas eu de levée d'amnésie ces 6 derniers mois. J'ai pas eu tout d'un coup des souvenirs qui reviennent. Non, je me souvenais très bien. Mais c'est juste, c'était pas un problème. Et en fait, c'était tout le problème. Bah oui, complètement. Et on revient à ce qu'on disait. En fait, c'était ta norme à toi à ce moment-là. T'as été éduquée, entre guillemets, en faisant ça. Donc il y avait même pas de questions à se poser à ce moment-là. Et puis bah c'était comme ça. Alors qu'effectivement, ce n'est pas normal. On le rappelle, on est bien d'accord. Oui, bah justement. Donc moi, je veux mettre ça très clairement ici, c'est que c'est de l'inceste. C'est un attouchement. Oui. Alors moi, je pensais même quand j'entendais le mot attouchant, je me disais mais il m'a pas touché lui. Oui, mais il m'a fait le toucher lui. Et en plus avec les lèvres. Et c'est au-delà, c'est marrant que tu parles d'attouchement parce que j'ai littéralement sorti un post sur Après le vide aujourd'hui pour dire que justement il y a plusieurs professionnels de santé et tout, et d'autres personnes d'ailleurs qui disent qu'il faut aussi arrêter de parler d'attouchement ou d'abus parce qu'en fait ça vient minimiser les actes. Mais enfin je veux dire, je comprends que toi tu le dises parce que justement ça a tellement été dans le vocabulaire de tout le monde qu'on a certainement tous déjà et toutes dit abuser, attoucher, etc. Sauf qu'en fait c'est un peu comme si ça minimisait le truc et que du coup, en fait, on parlait plus du vrai sujet qui est, en fait, la violence et c'est une agression sexuelle, en fait, tout bonnement. Alors moi, j'ai jamais utilisé ce mot-là d'attouchement parce que j'ai jamais pensé, puisque pour moi, dans ma tête, si je l'entendais, c'était qu'on avait touché l'enfant. Donc moi, j'ai jamais utilisé jusqu'à ce que ma copine me dise quelques jours plus tard dans un texte, elle me dit, mais oui, mais dans un texto, elle me dit, oui, c'est un attouchement, c'est grave. Et je lui dis, oui, mais il m'a pas touché. Il me dit, oui, mais c'est un attouchement quand même. Alors, j'ai vérifié les définitions. Donc, en fait, c'était même pas dans mon vocabulaire. Il y avait rien de tout ça dans mon vocabulaire. Disons les choses comme elles sont, quoi. Les faits, parce que si j'avais su ce qu'était l'inceste, si on avait dit, alors l'inceste, ça peut être comme ci, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et il y a plein de possibilités. Peut-être je me serais dit, ah, ben oui, c'est ça. Mais on parle d'inceste comme ça, déjà j'avais l'impression qu'il fallait qu'il y ait un viol pour que ce soit justifié comme non, inceste. Et en plus, de toute façon, j'ai bien vu dans le code pénal, ils ont affiné les termes aussi. Alors quand j'ai vu que ça avait été retiré du code pénal pendant la Révolution française, que ça faisait 200 ans que c'était pas dans le code pénal, que c'est revenu seulement en 2016, alors là, c'était... j'en revenais pas, quoi. 2016. On voit bien toute la considération, malheureusement, que ça pouvait avoir. Et encore, aujourd'hui, c'est toujours pas non plus le sujet
enfin globalement les agressions sexuelles et les violences sexuelles, c'est toujours pas le sujet, mais c'est terrible. Heureusement, ça commence à venir, à sortir, mais bon, ouais, pas assez en tout cas. Donc, alors, quand j'ai vu que donc pour aussi prévenir tout le monde aussi, parce que moi je savais pas. Alors, je suis peut-être complètement ignorante, et on va me dire, mais t'as vécu sous une pierre tout ce temps-là ou quoi? Mais mon père aurait 5 ans de prison et 75 000 € d'amende quand même. Ma mère, donc ça je l'ai pas encore dit, mais ma mère, elle le savait. C'est pour ça qu'en plus, je pensais pas que c'était un problème. Ma mère le savait. Et on en parlait comme parce ça. Parce qu'en fait, ça vient valider. On en parlait comme ça. Donc pour moi, c'était, c'est donc ça va. Et ma mère, donc pour être complice, donc aurait 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. Bah, t'as utilisé le bon terme, c'est vraiment ça, c'est complice. Ouais, bah oui. Alors, je sais pas si je vais passer là-dessus, c'est que je lui ai dit, du coup, donc 2 mois après, elle est venue chez nous ici, et je lui ai dit, je lui ai un peu, c'est venu progressivement dans la conversation, je me suis dit, bon, bah ça y est, ça va sortir. Je m'étais dit, je vais peut-être pas lui dire, on verra. J'ai une très bonne relation avec ma mère. Et mon père est mort il y a 12 ans, bientôt. Et je me suis dit, bon, j'ai beaucoup pensé, j'en ai parlé avec mon mari aussi, on s'est dit, ça vaut peut-être pas la peine de lui parler, de lui dire. Et puis je me suis dit, si ça vient dans la conversation, ça viendra, ça sortira, et sinon, non. C'est sorti. Ouais. Okay. Et alors là, la réaction, c'était, alors déjà, oh, mais ça fait rien à cet âge-là. Bah si, complètement, déjà. C'est bien, enfin, on sait aujourd'hui que, justement, que plus tu vis des violences tôt, comment je pourrais tourner ça, enfin, plus les conséquences après seront graves, en fait. Plus ça t'affecte, c'est ça. Ouais. Et alors j'ai pas eu le réflexe de lui dire, mais alors à quel âge? Ça aurait été pas bien, quoi. À 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, je sais pas. Et l'autre chose, c'était, je me souviens plus ce que j'allais dire. Attends, j'ai noté. Prends ton temps, t'inquiète pas, y a pas de souci. C'était tout normal. Pour nous, c'était tout normal. C'était normal. Ah oui, et donc j'en reviens, pour revenir au code pénal, je lui dis que tu sais, t'aurais 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Elle me dit, oui, mais enfin, les gens qui vont en prison pour ça, c'est tellement rare. Et elle a malheureusement raison, mais enfin, ça justifie pas. Ah non, c'est clair, mais puis, enfin, et tu vois, en fait, cette impunité, elle est là. Visiblement, alors je sais pas si elle a complètement conscience des conséquences que ça peut avoir, visiblement non, puisque c'est pas grave à ton âge. Sauf que quand même, elle a conscience que peu de gens sont punis pour avoir fait ce genre de choses, pour avoir violenté un enfant. Aussi, il y a un paradoxe bizarre. Et donc, franchement, donc ça fait encore 3-4 mois qu'on en a parlé, et on n'en a pas reparlé, parce que comme j'ai aussi entendu souvent dans les petits épisodes, c'est que on le dit une fois, et puis après, on le remet pas sur le tapis. Ouais, bah mais clair. Donc je réfléchis, et je vois bien, en fait, ils n'ont pas fait ça, ni l'un ni l'autre, en tout cas certainement pas elle, pour me nuire volontairement. Et vraiment, il ne savait pas, mon père peut-être, mais je pense pas, non, il ne savait pas à cette époque-là, en tout cas, il y a 45 ans, on va dire, que ça pouvait nuire. Mais tout le reste, donc pour moi, je pense toujours, en fait, tout le reste, c'était bien pire. Toutes les piques, toutes les critiques, tout ça. Mais en même temps, je sais que ce petit truc-là qui se passait tous les dimanches pendant quelques années, c'est ça qui pourtant m'a miné le plus, quoi, qui m'a affecté le plus. Ah, c'est bizarre. Est-ce que tu sais si, enfin peut-être que tu le sais pas du tout, mais je te pose la question quand même parce qu'on sait aujourd'hui maintenant que l'inceste en fait c'est quelque chose qui se transmet entre guillemets de génération en génération. On sait que s'il y a une personne qui inceste ou qui a un climat incestuel, c'est que plus haut dans la famille il y a eu ces genres d'agissements. Est-ce que tu sais si ça a été le cas pour Alors, tes parents? A priori non. J'ai parlé au frère de mon père. Je lui ai tout dit. Ouais. Il m'a dit que lui, il avait remarqué des trucs bizarres que me faisait mon père quand j'avais même 15-16 ans, en présence de là, c'était une grande fête, je sais même pas pourquoi, un Noël, je pense. Et mon oncle avait vu mon père, mon père avait dit devant tout le monde, regardez comme elle est belle ma fille, et avait mis ses mains sur mes seins.
Et mon oncle avait dit, D'accord, ouais. c'est un peu bizarre. Il avait dit à sa femme, c'est un peu bizarre ce qu'il fait quand même. Ouais, complètement, ouais. Alors déjà, je me souviens pas du tout de ça. Et en plus, mais ça m'étonne pas d'un autre côté parce que il se permettait quand même des choses. Mais qu'il Ouais. ait dit une chose avec qu'il ait loué, comme on dit, mais fait des louanges en public, c'est ça qui Ouais. m'étonne le plus en fait. Mais bon, donc mon oncle avait noté ça. Il l'avait dit à ma tante, qui elle aussi s'en est souvenue. Et donc quand je lui ai raconté tout ça, il m'a dit que c'est quand même bizarre, hein, tout ça, c'est vraiment bizarre, avec un air dégoûté. Donc il m'a vraiment soutenu, il Mmh. m'a posé des questions aussi. Je lui ai dit, mais tu penses que peut-être on lui a fait des choses, lui? Il me dit, ben il m'en a jamais parlé, je ne sais, je pense pas. Ouais. Hein. Puis, bah, potentiellement, ouais, effectivement, si on a toujours tendance à penser que c'est au sein même de la famille, mais c'est vrai que ça peut être des Ouais, amis de la famille, enfin ça peut être un cercle très ouais. élargi, et Mm, comme de toute façon, on remonte quand même à quelques années en arrière, on en parlait d'autant ouais. moins. Ouais, ouais. Donc je ne sais pas, bah, je saurais jamais du coup, je pense, à moins que ça revienne à mon oncle tout d'un coup. Et c'est vrai que j'ai pensé, c'était pas forcément de la famille, c'était peut-être, il était étudiant dans ce qu'il appelait le séminaire à Paris. Je me suis dit peut-être là, les religieux, là, les abbés et tout ça, peut-être qu'il y a eu des choses, Ah quoi. ouais. J'ai jamais, Mmh, il faut que je mmh, mmh. regarde ça, le séminaire. Et du côté de ma mère, alors là, il n'y a pas eu d'inceste, mais il y avait un espèce peut-être de climat incestuel parce que Ouais. elle m'a parlé juste quelques jours avant que je lui dise tous les faits. Elle m'a dit en passant un truc dont elle n'avait jamais parlé. Elle m'a dit, oh ben les lui de papa, ça me rappelle cette histoire, ça me rappelle une histoire dans dans le Playboy de papa où il y avait cette femme qui était comme ci, comme ça. Et moi, elle me décrit le truc et je me dis, pourquoi elle Mmh. me parle des Playboys? Alors qu'en plus, c'était pas des Playboys. Chez mes parents, c'était des lui. Ça faisait partie du climat incestuel. Il y avait des lui au grenier, bon, mais Ouais. dans une boîte ouverte, donc on peut dire à tout vent. Ouais, Et ouais, en ouais. fait, quelques jours après, quand je lui ai enfin parlé des faits, je lui dis, mais pourquoi tu m'as parlé des Playboys au fait? Elle me dit, non, non, mais je te parlais de mon père, pas de papa, ton père, mais de mon père. Hein. Elle me Mmh. dit, mais moi, ça m'a jamais Oui, posé de donc problème, me dit-elle fièrement. Oui, mais toi, t'avais 15 ans et peut-être on t'avait pas fait chier avec, avec ce ouais, soir. ouais, ouais. Bah, et puis comme peut-être pareil, elle a jamais pris conscience de tout ça et qu'elle a toujours, Mm. enfin voilà, il y a encore plein de choses qui peuvent expliquer les réactions Ouais, de non prise de conscience, de bah non c'est pas grave, enfin, c'était normal en fait, ça m'a pas choqué, alors que potentiellement si, mais on se pose pas plus et la peut-être question. qu'il y a des choses dont elle sait pas, ouais, qu'elle n'a pas réalisées et qui se sont passées, qu'elle a peut-être, Ouais. elle va avoir une levée d'amnésie, j'en sais rien. C'est compliqué. Mais du coup ouais, c'est sûr que potentiellement on peut vraiment imaginer que Ouais, au-dessus il y a ouais, eu c'est quelque chose possible. quoi. Ouais, et plus Mm. ou moins évident, comme moi, quoi. C'était pas Ouais. du tout évident. Ouais Personne ouais n'était ouais. là pour voir, personne n'a jamais su. Moi, je pense que mon père, il a dû il a dû être assez fier pour en parler autour de lui quand même. Et je me demande si ses amis se sont dit pourquoi il fait ça, c'est bizarre, ou est-ce qu'ils se sont dit ah c'est trop Ouais. cool, c'est trop mignon. Ouais, ouais, c'est vrai que même d'en parler, c'est... Parce que on a toujours cette image, tu sais, où ça doit être un petit secret. Ah mais lui non, je pense Alors pas. que là, c'est... Et en fait, justement, j'ai l'impression que moins c'est caché, plus c'est Ouais, toléré. ouais, ouais, Où on se dit, bah en fait, c'est... Bah, c'est normal, quoi, il fait ce qu'il veut, c'est sa c'est fille, tu ça. vois, un Mm. peu. Alors que c'est toujours pas normal, hein, on est On est bien bien d'accord. d'accord. Mais en plus, ils étaient tous médecins, et dans ce milieu médical, c'est franchement, c'est horrible. C'est, tout est permis, tout est Mais... permis. eh ben, Ouais. j'allais y venir, j'avais regardé un documentaire justement sur... bah, globalement sur les médecins et aussi sur tous les bizutages, etc. qu'ils faisaient. Et ouais, il n'y a pas de Non, limite en fait. il n'y a pas de. Il n'y a aucune limite et c'est vrai qu'il y a même une perte de respect Ouais. en fait, à la fois pour le corps en lui-même, mais aussi pour l'être humain en Je crois que général. pour le coup, les patients sont une extension d'eux aussi. Mm. Et oui, il y a pas de, ouais, c'est ça, il y a pas de limite entre le corps humain médical qu'il faut explorer, identifier les trucs, Mm. la personne humaine, quoi. Mon père faisait des commentaires sur ses patients, c'était choquant, quoi. Et puis
oh, un tel, il a sauté toutes les infirmières, il disait ça comme ça, devant Ouais. moi, depuis toute petite aussi. Où il s'est tapé toutes les infirmières. Oh bah lui, il s'est tapé toutes les infirmières, alors qu'il est Mmh. marié, il a des enfants, donc je sais, en plus, je sais des choses Ouais. sur des autres que je devrais pas savoir. Il serait choqué de savoir tout ce que je sais. Ouais. Non, mais c'est ça, c'est vraiment être dans les confidences. Bah, oui, c'est ça qui te regarde Non, pas. ça me regardait pas. Déjà, ça te regarde pas de base. En plus, t'as certainement pas de ton Non, et âge, puis ça quoi. banalise tout, quoi. Ouais, Hmm. c'est pas sain. C'est pas sain. Non, Mm. pas du tout. Les conséquences de tout ça, on en parle? Eh ben ouais, t'es là pour ça, je crois. Les conséquences, c'est que la plus grosse conséquence, je dirais, c'est les problèmes de nourriture que j'ai eus toute ma vie, qui D'accord. continuent plus ou moins de temps en temps. Globalement, ça va, mais bon. Et en fait, tout s'est cristallisé autour de ça. Donc en fait, quand j'avais D'accord. 15 ans et que je voulais voir un psy, je pense que mon problème principal, c'était que je commençais à penser beaucoup à la nourriture et Hmm. à restreindre ou pas assez restreindre, ou, à vouloir absolument perdre 2-3 kilos parce que j'avais entendu ma mère me dire que ça serait bien si je perdais 2-3 kilos, à faire comme elle parce qu'elle, elle Ouais, faisait beaucoup de d'accord. régime, et puis à surtout vouloir Hmm. plaire à mon père, quoi. Et puis pouvoir trouver un homme Ouais. à qui je plaise, quoi. Donc il fallait absolument que je perde du poids, alors que je faisais 54 kilos, 1,64 m et tout allait bien, j'étais très bien, quoi. Ouais. Euh, donc, donc ça, c'est le plus gros problème de ma vie. Et en fait, ça a tout caché parce que c'était tellement une obsession que je pensais à rien d'autre. Je pensais pas qu'il peut y Ouais. avoir d'autres problèmes. Et puis, comme on m'avait dit tellement de choses horribles et méchantes, ben, je pensais qu'il fallait que je sois mieux, je fasse mieux, et que mon apparence soit mieux toujours. Et puis, maintenant que tu sais tout ça, je pense que tu sais aussi que c'est très Ouais, symptomatique, hein, des violences ouais, sexuelles. c'est ça. Je me suis réveillée le lendemain des révélations de ma copine, je me dis, mais c'est pour ça que si, c'est pour ça que ça. Et du coup, j'ai fait Hmm. d'autres rapprochements avec d'autres amis. Je me suis dit, oh là là, ça c'est pareil pour elle du coup. Et ça s'est révélé avec mes 2 amis aussi, 3 amis, 4 amis, c'est Ouais. horrible. Euh, donc oui, c'était très symptomatique. J'étais pas anorexique, j'étais pas boulimique, j'étais, comme on dit, hyperphagique, c'est ça? Hyperphage. Ouais. Euh, et je pense que bah, c'est toujours un petit problème parce que j'aimerais bien quand même être aussi mince qu'avant et en fait ça se passe pas parce qu'il y a des mécanismes en place qui sont tellement puissants et tellement profonds et tellement Hmm. réactifs en fait que je peux rien faire. Quoi. Dès que je me restreins un peu, pouf, ça se rebelle. Ouais. Donc il y a ça. Euh, et puis, ce qui est aussi très symptomatique de tout ça, c'est la dissociation en même temps, la dissociation de mon Hmm. corps complètement. J'ai qu'une tête et je marche Ouais. entre les deux, il y a rien. Ouais. Ce qui est une drôle de sensation, mais c'est vrai que maintenant que je comprends mieux, je me dis ah oui non c'est vraiment ça, c'est ce qui m'est arrivé. Je me suis dissociée de mon corps et tout en même temps, c'était une obsession. C'est assez aussi contradictoire. Hein. Bah, puis la dissociation, elle vient aussi couper tout ce qui est sensation. Donc, par rapport à l'hyperphagie, tu peux manger, sans forcément déjà avoir la sensation de Mm. satiété. Et puis, vu que t'as pas de ressenti physique, bah, t'as pas ta Non, limite en fait, donc tu peux continuer, ouais. quoi. Non, et pendant très longtemps, c'était ça, C'est ce quoi. qui est très Ouais, difficile quand t'es à côté de ton corps que tu le sens ouais. pas. Je me suis jamais scarifiée, des choses comme ça, mais me souviens d'essayer de me faire du mal en essayant de me casser la cheville, par exemple. Avec mon pied droit, j'appuyais à mort sur mon pied gauche pour essayer de casser ma cheville. Ok. Donc ça, et je me souviens de me dire, bah au moins ça va attirer leur attention, au moins ils vont s'occuper de moi. Et puis, bah j'ai jamais réussi non plus à me casser la cheville. Donc, bon. Ouais. Mais je voulais tellement être anorexique pour envoyer un message, et puis j'arrivais pas non plus. T'allais dire? Mais c'est fort quand même. Ouais. J'allais dire déjà tant mieux pour ta Ouais. cheville quand même. Voilà. Euh, mais je veux dire, cette volonté de devenir anorexique pour justement qu'ils te voient et qu'ils se rendent Ouais, compte en fait. qu'il y avait un problème. Et là, on m'aurait envoyé chez le psy, peut-être, du coup. Parce que Mm. j'avais quand même 6 copines anorexiques.
Ça fait quand Ah même beaucoup d'accord, ouais, quand j'y pense. complètement. Donc du coup, qu'est-ce qui leur est arrivé à elles, en fait? Parce que j'ai bien l'impression qu'en fait l'anorexie, j'ai l'impression que c'est lié à l'inceste et aux problèmes, en tout cas les violences sexuelles de façon générale, pas forcément incestueuses, mais Ouais. euh, ouais. Donc en fait, j'ai jamais réussi à attirer Bah, leur attention assez pour qu'ils s'occupent de oui, moi. j'allais dire tant Tant mieux mieux. aussi dans un sens comme pour ta Ouais, cheville, bah, c'est clair. même si du coup t'as quand même un autre Ouais, TCA, mais c'est vrai qu'on peut les cumuler en plus, donc ouais. ça aurait rajouté encore plus de Oh difficultés là là où il là, y en avait oh déjà là là, aussi. heureusement que je suis pas tombée là-dedans. Donc l'anorexie, c'était pas possible. Par contre, la boulimie, c'était très, 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 très proche. Une fois, j'ai failli me faire vomir. Je me suis dit, je pense que je savais déjà que non, si je commençais à faire ça, j'allais plus pouvoir m'arrêter et que non, c'était pas une bonne Ouais, idée. Là, je suis allée, donc j'étais à la fac déjà et là, il y avait des conseillers qui pouvaient aider les étudiants. Et donc, j'y suis allée direct et, et à peine j'ai ok, commencé à parler, donc j'avais 19 ans, à peine j'ai commencé à parler de ce que je ressentais, mon père est ressorti tout de suite. Et j'ai dit, ah, ok. c'était ça le problème toutes ces années. Je ne savais même pas Hmm, que mon père était un problème à 19 ans, en fait. ouais, Je pensais toujours que c'était moi, moi, moi. Donc ça, c'est un des gros symptômes. Je pense que la personne se culpabilise, qu'elle réalise que ce soit de l'inceste ou pas, qu'elle réalise que ce soit pervers narcissique ou pas. ouais. Mais avec toute la dévalorisation que t'as Ouais, eue, je vois pas comment t'aurais pu penser, à moins d'avoir eu accès, tu vois, à des personnes qui déjà dès le départ t'auraient dit, enfin, ce que la situation que tu vis n'est pas normale, enfin, t'es pas du tout la personne que tes parents décrivent, etc. Mais là, pour le coup, j'ai pas l'impression que ce soit le cas, donc je crois que t'es obligé dans un sens en fait de bah croire, ouais. même si c'est horrible, hein, mais Tout le monde me disait, oh, ton père il est chiant, laisse courir, laisse tomber. Ma mère me disait pareil, laisse couler. Vous êtes bien drôle. Et en ouais, c'est ça. Enfin, c'était vraiment passé sous le Ouais. tapis. C'est pas très Non, et grave. en plus, comme je suis hypersensible et qu'on a commencé à comprendre que j'étais hypersensible, ah bah encore plus, quoi. Du coup, bah, t'es hypersensible, ouais, t'es trop sensible. Maintenant, du coup, t'es trop sensible, Ouais. laisse tomber, ton père, il t'aime quand même, il dit à tout le monde que t'es super, que t'es intelligente, que t'es belle et tout. Ah oui, mais moi, il me le dit jamais, et tout ce qu'il me dit, c'est tout le contraire. Alors, donc j'avais du mal à Ouais, c'était vraiment le paradoxe, encore une Ouais, fois. encore plus. Sinon, quoi d'autre? Ne pas faire confiance aux autres, ça c'est un gros problème, même très proche. Alors mes amis, Ouais. oui, mais même mon mari, je l'avoue, il le sait, c'est que je peux pas faire Hmm. sans confiance. Bah, je comprends. C'est dommage, mais il a l'air de l'accepter, alors ça va. Être constamment sur mes gardes, toujours méfiante, sursauter au moindre petit bruit, Ouais. c'est pas très agréable. Ouais. L'hypervigilance à son Ouais, paroxysme. vraiment. Et ça, je sais, j'étais hyper vigilante quand je vivais avec eux. Donc, à 18 ans et demi, je suis partie de la maison, heureusement. Mon instinct Ouais. m'a poussée hors de chez moi. Je savais pas pourquoi, hein. J'ai réalisé ça que 2, 3 ans après. Je me dis, ah, mais je suis partie de la maison à cause de ça, en fait. C'est parce que j'étais pas bien là-bas, Hmm. d'accord. Euh, De toute façon, je le dis aussi souvent beaucoup dans les épisodes avant que tu me devances. Sur le, tu le dis. Mais c'est vrai que cette prise de recul, elle peut intervenir que ouais, quand t'es extirpé de ouais, la ouais. situation. Et heureusement, j'ai eu cette chance de pouvoir partir, hein, parce que normalement, je restais en Hmm. France et je continue mes études ici, mais en fait, non. Ouais. Difficulté de sommeil, alors là depuis 24 ans. Je me souviens très bien de la nuit où ça a commencé et en fait, j'ai l'impression que ça va mieux et en fait, je relis mes journaux intimes et je relis, j'ai l'impression que c'est plus récent et en fait, je relis, je dis: «Ah mais déjà je me réveillais à 5 heures du matin, c'est Hmm. fou». Donc je me souviens de la première nuit, mais je pensais qu'après ça s'était résolu un peu et puis en fait non. Puis après je suis devenue maman, Ouais. alors là évidemment c'est plus difficile, hein. Il y a eu 8 ans très difficiles, mais en fait ça s'est jamais Ouais. résolu, donc je pense que ça vient de là aussi. Hmm. Des difficultés de concentration, à tel point que parfois je me dis: «Mais j'ai TDAH ou pas? Je suis autiste ou pas?» Il y a plein de questionnements sur, ce que j'ai. Et c'est pareil, il y a justement la problématique parce qu'en fait, TDAH, l'autisme, etc., il y a des traits communs en fait avec tout ce qui est le Ouais, psychotrauma.
Et je crois que c'est en train d'émerger un peu, mais beaucoup de personnes en fait qui auraient été diagnostiquées, tu vois, TDAH, TSA, etc. Enfin que TSA, peut-être que finalement c'est un diagnostic qui est pas de traumatisme qui est passé à la trappe parce que c'est très 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 proche. Moi, quoi. j'en suis convaincue en pensant notamment à une personne qui est bipolaire, soi-disant, et je lui dis, mais en fait, je pense que bipolaire, ça n'existe pas dès la naissance. Je pense que ça se crée à cause du trauma. Et toutes les autres trucs. Bon, alors non, l'autisme et TDAH, c'est encore différent parce qu'a priori, c'est vraiment le cerveau. Bah, remarque, c'est un bipolaire. Enfin, du coup, j'ai toutes ces questions et je dois me forcer à arrêter d'y penser parce qu'en fait, je pense que je trouverai pas de réponse. Oui. À moins de consulter vraiment un spécialiste qui soit réellement spécialiste parce que c'est compliqué, de tout. Qui pourrait effectivement spécialiste de tout ça, qui pourrait en fait vraiment faire la part des choses entre qu'est-ce qui appartient réellement au TDAH, qu'est-ce qui appartient au TSA et qu'est-ce qui appartient réellement qu'au traumatisme, et du coup est-ce que c'est un micmac d'un peu tout, est-ce que c'est que l'un des trois, enfin c'est plus aussi tous les troubles anxieux qui peuvent aussi avoir les mêmes symptômes entre guillemets que mais mes troubles anxieux ils viennent du traumatisme. Alors, voilà. Je sais même pas si... Mais tout est tellement mélangé et que c'est vraiment difficile en fait d'y voir clair. J'ai pas confiance en un psychiatre qui saurait tout ça sur tout, plus l'hypersensibilité au milieu de tout ça, quoi. L'hypersensibilité, c'est de toute façon une conséquence, c'est pas une conséquence, mais c'est symptomatique aussi de la neuroatypie. Ouais. Parce que l'hypersensibilité, elle n'existe pas en tant que tel trouble, c'est pas un trouble. Non, ça va dans une catégorie, donc laquelle, encore une fois, à déterminer. Tout se rejoint, là, tout se recoupe. Mais tout est, c'est ça. Donc je pense que je pense qu'il faut que en plus ça contribue à mon anxiété de pas savoir, mais ça contribue à mon anxiété de toujours chercher. Donc j'essaie de me dire je vais plus chercher, ça sert à rien. Je crois pas qu'il y ait de réponse. Et en tout cas pour le moment, peut-être dans 10 ans, on aura fait des avancées encore plus. Mais j'espère. Bon, évidemment, perception grandement négative par rapport à moi, mon rôle sur Terre, qu'est-ce que je fais ici, je veux savoir, il y a aussi ce questionnement-là, je veux savoir ce que je fais ici, parce que j'ai pas pu traverser tout ça et que ça serve à personne, c'est pas possible. Donc ici, voilà, déjà, je fais une petite contribution, merci. Ah mais, une grosse contribution. Toujours chercher ce que je suis censée faire. Je suis entrepreneur, alors j'ai toujours plein d'idées, donc TDAH peut-être sans doute quand même. Soit dit en passant, j'ai toujours plein d'idées. Je saute toujours d'un truc à l'autre. J'adore plein de choses. Je sais pas quoi choisir, donc je fais tout et n'importe quoi. Enfin, pas n'importe quoi, mais beaucoup de choses. Et j'aimerais bien me spécialiser dans un seul truc pour que je sois plus calme, hein, mais peut-être que c'est même pas possible non plus. Donc ouais, je comprends. Grand perfectionnisme, évidemment, toujours à faire mieux, à être mieux, ça m'a pas quitté, mais j'en suis plus conscient, donc ça diminue un peu, j'arrive à le tempérer. Ouais. Et puis, alors là, ce truc aussi, c'est toujours avoir envie d'être ailleurs et de déménager. La fuite, l'évitement, comme si je pouvais sortir de moi et m'éviter, quoi. Je sais que c'est pas possible, mais j'ai quand même déménagé pas mal de fois. Ok. Et ça t'a apporté du bien? Enfin, ça te faisait du bien? Momentanément, je pense, oui. Ouais. C'est peut-être ce besoin d'avoir un truc où tu te sens en sécurité aussi. Je pense que c'était un besoin de nouveauté. C'était peut-être plus lié au TDAH qu'autre chose, si c'est ce que j'ai. J'adore la nouveauté, j'adore changer, j'adore tout ça. Ça m'a jamais fait peur, par contre. C'est pour ça que je suis venue à l'étranger comme ça. Ah oui, d'accord, ok. Ça m'a pas fait peur. C'est bizarre, d'ailleurs. C'est pas forcément. Peut-être que ça serait comme ça, même si j'avais pas eu tout ce bagage, quoi. Donc c'est peut-être ça, juste, c'est moi, c'est vraiment moi. On a parlé de dissociation, c'est une autre chose. Donc tendance à me détacher momentanément de ce qui se passe dans ma vie, de sorte que je ne peux plus me souvenir de ce que j'ai fait ou dit parfois. Je me suis dissociée momentanément. Parfois, j'ai aussi le sentiment de pas appartenir à ce monde. Donc, il y a l'envie d'être ailleurs, l'envie de participer au monde et l'impression de pas y être. C'est toujours une recherche, je pense. Mais ça vient. Là, ça va. Là, en ce moment, ça va mieux.
On peut pas dire ce qui va se passer. Et je pense que Ouais, ça fluctue. ouais, ça fluctue, ouais. Et le pire, c'est les problèmes d'identité qui ont commencé quand j'avais à peu près 40 ans. Et figure-toi, quand j'ai lu cet article sur le code pénal qui réintroduisait l'inceste, en 2016, c'est là que mes problèmes d'identité ont commencé. Coïncidence, pas une coïncidence, Ok. j'en sais rien. Mais bon, 40 ans aussi, évidemment, 40 ans, c'est là qu'on se pose des questions, peut-être plus en tant que femme, en tant qu'homme aussi, peut-être, je sais pas. Et j'ai eu un problème avec mon prénom. Alors déjà, depuis toujours, depuis toute petite, je détestais mon prénom. Ok. Donc je pense que je peux dire Solène, c'est pas mon vrai prénom. Et mon vrai prénom, je ne l'utilise plus depuis quelques années de toute façon. J'utilise mon deuxième D'accord. prénom parce que j'ai toujours détesté mon premier prénom. Et en fait, c'est totalement lié à ce traumatisme. Mon prénom a été souillé. Ça a représenté tout ce que j'étais, en fait, parce que c'est un prénom qui est complètement hors du commun. Pour moi, c'était pas un prénom. Du coup, ça représentait à la fois tout ce qui m'était arrivé et en même temps personne. Et ça représentait cet objet que j'avais été. Ah, on va l'appeler comme ça parce que c'est Ouais. tellement original, il n'y en a pas d'autres. Et oui, mais moi, ça me plaisait. Ouais, donc ça veut aussi dire beaucoup de choses, en fait, de prendre ce parti, Ouais. de t'appeler d'une façon très originale. Ouais. C'était tout eux. C'est pas, ouais, c'est pas anodin. Tout eux. C'était, on va façonner ce petit objet qui est né là, et on va l'appeler comme ci, et on va faire ça comme ça, et elle va être comme ça, et pas comme ci. Je suis sûre qu'ils le voient pas comme ça, mais bon. Ouais, ouais, ouais. Donc ouais, je comprenais pas pourquoi je rejetais ce prénom dès toute petite. Dès que je me souviens, j'avais 7-8 ans à la plage, je rencontrais de nouvelles copines, je leur disais toujours mon deuxième prénom. Et après, ma grand-mère, elle m'appelait Ouais, par mon ouais. premier prénom et mes copines se disaient ah mais tu t'appelles comment? Ouais, enfin, il y a vraiment eu ce rejet très Ouais. tôt. Donc qu'est-ce que ça veut dire? L'enfant sait déjà, je sais pas, hein, c'est marrant, c'est bizarre. Bah, peut-être aussi, justement, si c'était un prénom qui était assez hors du commun et pas très peu donné, le fait de se dire aussi, bah, je suis pas forcément, je sais pas, moi, dans la norme des prénoms qui se faisaient à l'époque, tu vois, ou c'est vraiment trop bizarre, entre guillemets, tu vois ce que je veux J'aurais dire, enfin... tellement aimé m'appeler Caroline. Appelez-moi Caroline ou Nathalie. Tiens, un vrai prénom. Un vrai prénom. Ce que je disais, ce que j'appelle un vrai prénom. Ouais. En fait, aussi, je pense que je pouvais m'associer à personne, du coup. Mes amies qui s'appellent Caroline elles me disaient toujours, mais non, c'est embêtant, il y en a 3 autres dans la classe, on sait pas de qui on Ouais, parle. bah c'est ça, tu vois, t'étais en fait vraiment la seule à t'appeler de cette manière, donc Ouais. c'est sûr que quand tu rencontres d'autres personnes qui ont le même prénom et tout, tu te dis qu'il y a un truc un peu effectivement de normes, toujours entre gros guillemets, quoi, et qui sont et que toi, bah en fait, ton prénom, il est pas du tout dans ce moule-là, Non. quoi. Et moi, je voulais surtout pas ressortir. Et mon père en particulier, il fallait surtout que je sorte du lot, et que je. Ouais. Alors, je pense que c'était son problème à lui, clairement, quoi. Enfin, narcissique, forcément. Et une fois, il avait commenté, ah ben je suis allée la chercher à l'école, au collège. Eh ben il y en avait 1000, 1000 tous pareils, toutes pareilles en jean et en pull vert ou je sais pas quoi. Bah oui, on veut pas trop se démarquer quand on a 15-16 ans. Mais ça, il refusait de comprendre pourquoi. Ouais, alors que effectivement, comme tu dis, on n'ose pas forcément se démarquer ni laisser aller sa personnalité à cet Non. âge-là. Parce que justement, c'est un âge où il y a tellement de jugements, de trucs comme ça que c'est dangereux. Enfin, c'est perçu comme Bah dangereux. oui. Et alors encore plus dangereux quand t'as un prénom, bah tout le monde connaît. Enfin, on pouvait pas se tromper quoi. Ouais. Alors heureusement, j'étais la petite fille modèle et puis l'élève modèle, donc on m'a jamais reproché quoi que ce soit. Mais quand même, justement, c'était l'intello. Mais ça me dérangeait pas trop. Là, pour le coup, je me démarquais et ça me dérangeait pas trop dans ce sens-là. Parce qu'en fait, c'est la seule chose Ouais. qui m'a toujours sauvée, c'est de savoir au fond de moi qu'au moins j'étais intelligente, sans vouloir être Ouais. narcissique là pour le coup. Ah bah non, mais c'est une qualité que t'as le droit de reconnaître. J'avais un seul Y a pas de truc, souci. laissez-le-moi s'il vous plaît quoi. C'est que j'avais des bonnes notes et que je me trouvais, enfin, j'étais assez intelligente. Alors bon, j'avais pas 20 sur 20 en maths et ça on me le reprochait, mais pourquoi, enfin, mon père me disait toujours, ah, t'as eu 19 et demi, pourquoi pas 20? À la grosse blague, souvent, toujours, enfin, presque toujours.
Donc Ouais. d'où mon perfectionnisme. Et en plus, je détestais les maths et au bout d'un moment, j'avais plus 19 du tout, hein. J'avais 11, 12, ça devenait trop dur, quoi. Et j'ai abandonné. J'ai fait ce qui s'appelait à l'époque le bac A1. Donc, avec un peu de maths, mais plutôt de la philo et des langues, quoi. Ok, c'est l'équivalent du bac C'est L ça, de ouais, l'époque. c'est ça. Ok. Moi, j'étais en L Ouais. aussi, du coup. Ouais, non, j'ai fait premier S et puis j'ai dit non mais laisse tomber, je veux pas faire des maths et de la physique, ça va pas la tête. Alors qu'on m'avait poussé. J'ai dit c'est bon. J'ai eu 3 en physique et j'ai eu 15 en français. Là, on m'a laissé passer en A1 ou L. Ouais. Parce qu'il fallait que toi aussi, tu deviennes médecin à ton tour pour Alors tes heureusement, parents. là, on m'a pas mis trop la pression. On m'a même Ok. déconseillé. Ils m'ont même déconseillé de le faire. Je pense qu'ils sentaient que déjà que la médecine, ça allait pas très bien dans la bonne direction. Et je pense que peut-être aussi, avec le recul, je me dis que peut-être ils avaient vu que j'allais pas survivre dans ce milieu-là, quoi. Ouais, Et ouais, clairement, d'accord. j'aurais pas survécu. Par contre, je voulais être psy. Et psychologue donc, puisque je voulais pas être psychiatre. Et mes parents étant médecins, ils m'avaient dit ah non mais hors de question, tu vas pas faire des études de psychologie. Tu sais, la psycho et les sociologies, c'est ce que font ceux qui savent pas quoi faire, m'avait-on dit. Donc, D'accord. si tu veux être psy quelque chose, faut que tu sois psychiatre. Et j'ai dit hors de question, je vais pas faire 11 ans d'études pour faire ça, non merci. Donc, je me suis rabattue sur Ouais. l'autre truc que j'adorais, c'était la littérature et l'édition. Ok. Voilà. Sinon, à plus long terme, j'ai une thyroïdite d'Hashimoto, donc une maladie auto-immune, et je pense que ça vient de là aussi. Ouais, tu penses aussi? Il y a de plus en plus, j'ai l'impression d'avoir fait que dire, il y a de plus en plus d'études qui disent que, il y a de plus en plus, mais c'est vrai. Avec l'association des fragmentés, on a beaucoup de personnes qui souffrent en fait, enfin on accompagne beaucoup de personnes qui souffrent en fait de maladies auto-immunes qui se sont déclenchées pour aucune raison entre guillemets, et finalement quand on creuse le point commun de tout ça, c'est la violence sexuelle. Oh là là. Et en plus, justement, je vais le redire, mais il y a beaucoup d'études qui disent que je suis très science, en fait, on fait de plus en plus le rapprochement entre toutes les maladies auto-immunes et puis même d'autres choses qui prendraient en fait racine dans tout Le ça. traumatisme de façon Parce générale que ça attaque tout. Ouais, pas forcément l'inceste, quoi. Si, vraiment, enfin sexuel, quoi. La violence sexuelle. Vraiment. Ah ouais. Ouais. Moi, j'ai vu le trauma, le lien avec le traumatisme, mais pas avec spécifiquement les traumas sexuels. Bah moi je m'intéresse surtout à ça, mais je pense que ça doit pouvoir être de toute façon à partir du moment où t'es une personne traumatisée, bah en fait le système il en prend il est flingué quoi. Donc surtout si en plus que ça arrive quand t'es petit et que ça perdure soit toujours, soit un gros moment de ta vie, c'est pareil, on n'est pas tous égaux non plus par rapport à tout ça. Il y en a qui se remettent mieux parce qu'ils ont la possibilité, d'autres pas forcément. Ouais. Donc il y a plein de paramètres à prendre en compte, mais je pense qu'à partir du moment où t'es quelqu'un qui a vécu dans une précarité extrême, qui a vécu des violences, qui a vécu le racisme, etc., t'as beaucoup plus de chances effectivement de développer des merdes que une personne. Ouais, mais spécifiquement auto-immune, mais c'est parlant parce qu'en fait on s'attaque de la même façon que j'ai essayé de me casser la cheville, de la même façon qu'on se scarifie, de la même façon qu'on devient anorexique, c'est une forme de violence envers soi-même. En fait, le corps, il prend la relève, il dit bon, t'arrives pas à être anorexique. Allez, je vais t'aider. Je vais te donner une maladie auto-immune, c'est la même chose. Tu t'attaques toi-même. Mais tout comme par exemple, on fait beaucoup aussi le lien maintenant avec l'endométriose qui pourrait aussi être relié en fait aux violences sexuelles. Ça a du sens totalement, quoi. Tout ce qui se passe. Et c'est génial que justement ça soit enfin mis en avant et que justement les recherches soient poussées dans ce sens parce que je pense que ça va ôter beaucoup d'épines dans le pied de beaucoup de personnes. Du moment que ça commence à être reconnu dans le milieu médical, vraiment quoi. Ouais. Et ça, voilà. Ouais. Ça commence, mais on n'est pas 100% quoi. J'ai pensé à un autre truc là. Ah oui. Je me demandais pourquoi. Alors, parce que je pensais tu as parlé de l'aide qu'on peut avoir ou qu'on n'a pas forcément. Donc, j'ai eu le privilège aussi d'être aidée psychologiquement malgré tout. Alors, donc, j'ai pas fait la demande quand j'avais 15-16 ans, mais après, quand j'ai été à la fac, j'ai eu des conseillères. Enfin, une conseillère malheureusement, c'était limité. On avait droit qu'à 6 séances. Mais bon, c'était un premier pas. Donc ça, c'était en 95. Et après, en 2001-2002, j'ai fait 1 an de psychothérapie.
donc en privé. Et ça m'a un peu aidé, bien aidé, un peu aidé parce que j'ai pu parler de mon père, je savais ce qui se passait, je comprenais. Mais malgré tout, la dame, elle a rien vu, quoi. Elle a pas du tout mis de mots sur ah mais ton père c'est un pervers narcissique, c'est pas de ta faute. Enfin, je me souviens pas exactement des séances, je me souviens pas même pas du tout d'ailleurs des séances. Mais bon, je me souviens très bien qu'elle a pas mis de mots dessus, encore moins des trucs sexuels, mais ça c'est normal puisque j'en ai pas parlé puisqu'il y avait rien à dire dans ma tête. Alors que, enfin, tu vois, si c'est... Bon, alors après, tu dis en 2001-2002, je sais pas comment... J'étais minuscule en 2001-2002. Mais du coup, ça montre quand même bien que les pros sont pas assez formés. Parce que ne serait-ce que dans ton discours et de ce que tu lui dis, je pense qu'il y a plein d'éléments où en fait tu piges à un moment donné que... soit c'est du climat incestuel, soit effectivement il y a de l'inceste. Enfin, en tout cas, il y a de la violence intrafamiliale, il y a des violences psychologiques... Alors, on est quand même sur un bon gros truc, quand même, déjà, de base. Après, je sais que le climat incestuel, de toute façon, c'est pas reconnu enfin, juridiquement, etc. Donc, je pense qu'à l'époque, peut-être que c'était même pas quelque chose dont on avait conscience, je sais pas trop. Mais en tout cas, il y a quand même tout un écosystème de violence qui est là. Je pense que et qui pourtant fait pas tilter, mais je pense qu'aujourd'hui, ça ferait tilter des gens. Enfin, si je trouvais les bonnes personnes aussi, parce qu'il faut trouver les bonnes personnes. Comme on a dit, tout le monde n'est pas formé à reconnaître tout ça. Moi, maintenant, je suis hyper formée, ça c'est sûr. Oui, bah oui. Mais en fait, c'est même des connaissances qu'on est obligé d'avoir, quoi, parce qu'en fait, si on veut se comprendre, parce que évidemment qu'il existe des bons spécialistes, etc., mais la plupart quand même, dans tous les témoignages que j'entends, dans mon histoire personnelle aussi, ils sont à chier. Ils connaissent rien. Et si on veut des réponses, on est obligé d'aller les chercher nous-mêmes, en fait. Et en plus, il y a des préjugés, je pense toujours sur les femmes. Alors, je sais pas comment c'est maintenant, mais je pense que oui, il y en a toujours. Et donc, bon, là, je suis plutôt contente. Donc, je suis toujours à l'étranger, hein, et le médecin m'a pas du tout ni regardé du haut. C'est un homme, ne m'a ni regardé de haut, ni critiqué, n'a pas douté de ce que j'ai dit. Je vais pas parler de tout ce que je raconte ici, mais pour ma thyroïdite, je lui ai parlé de tous les symptômes que j'ai eus depuis 2008, parce qu'il était déjà question, peut-être en 2008, j'avais ça. Et après, ça s'était résolu avec des grossesses, curieusement, mais bon. Donc, il m'avait bien écouté, bien tout pris des notes et tout. Donc, je suis déjà étonnée. Donc, déjà, c'est pas mal. Donc, mais après, je me dis, mais il va pas me demander si j'ai eu des troubles sexuels, ou il va pas me demander si j'ai eu il y a eu de l'inceste ou de la violence. Non. Ouais. Et si je lui disais. Et c'est ça qui devrait, pourtant, putain. Il y a tellement peu, Et ça, c'est dans n'importe quelle profession, de gens qui prennent le temps de dire parce que vous avez vécu des violences, est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Ça, c'est mon... C'est toujours sous le tapis. Ça, c'est mon généraliste. Et maintenant, je vois aussi Enfin, j'ai eu un rendez-vous avec un endocrino, mais le questionnaire, comment on dit, l'anamnèse? Ouais, peut-être ça s'appelle comme ça. J'arrive pas à me souvenir du terme médical. Bon, bref, tu comprends, les questions qu'il m'a posées, c'était nul, quoi, nul. Et je me suis dit, oh là là, mais il a même pas le quart de ce qu'il devrait me demander. Et moi, je lui ai pas dit, parce que je me suis dit, de toute façon, il va jamais faire le rapprochement. Et de toute façon, il va s'en foutre, clairement, quoi. Donc là, par contre, j'ai pas été très impressionnée. Mais bon, donc je me disais, donc j'avais fait cette psychothérapie-là en 2001-2002. Et après, j'ai fait une hypnothérapie en 2011-2012. Et tu vois, quand même, je devais savoir quelque part, parce que je me disais, j'espère qu'elle va pas penser que mon père, il m'a violée ou quoi que ce soit. Ah oui. Je me souviens des questions et de me dire, j'espère qu'elle va pas penser ça. Donc déjà, je devais me dire, fallait surtout pas blâmer mon père, quoi. Il fallait surtout pas. Ouais. Et ça, c'était la meilleure chose que j'ai faite, cette hypnothérapie. C'est là que j'ai fait le plus de progrès, que mon anxiété a bien diminué, mais toujours pas de réponse, quoi. Et la seule chose qu'elle médite, c'est ce que j'ai toujours entendu de mes parents, mais qu'est-ce que vous êtes complexe, ou compliqué ou complexe, ça dépend, normalement, il faut 6 séances, et je dis, ah oui, non, mais moi, je sais, c'est normal, il y en aura pour plus que 6 séances, et j'en ai fait 13.
Ouais. Ouais, puis après, dire qu'il faut tant de séances, ça dépend Oui, aussi de chaque bien sûr. personne. C'est déjà complètement C'est débile de débile. dire, ah bah, c'est 6 séances. C'est débile. Mais bon, alors, Chaque personne vient ouais, avec ses qu'est-ce que bagages vous et résolvez tu sais pas, Qu'est-ce quoi. que vous résolvez pour les autres en 6 séances? Je sais pas, moi, si c'est... Et puis, qu'est-ce que ça te renvoie d'image de toi déjà que t'as entendu ça Ouais. toute ta vie et qu'en plus de là, on te redit encore une fois, t'es complexe, t'es compliqué. Là, c'était Enfin, pas ce qu'il fallait me dire parce que j'ai tellement détesté cette explication de moi que là, vraiment, j'étais un peu déçue pour ça. Mais bon, au moins, elle m'a bien aidée. Sauf que, tu vois, encore pas de réponse, en fait, de vraie réponse, enfin ouais. de réponse à pourquoi je me sentais comme ça. Mais ça allait mieux. Alors bon, voilà. Après, je me suis dit, bah ça va aller continuer à aller mieux. J'ai eu un deuxième enfant Ouais. juste après, et en fait, ça a réveillé. Après, surtout en 2020, avec la pandémie, là, ça a réveillé des choses que j'ai plus pu contrôler en fait. Ok. J'avais trop d'exigences, trop de demandes sur mon emploi du temps, sur moi, sur trop de Ouais. choses à faire, trop de choses à jongler et en plus après ma première fille a refusé d'aller à l'école après la pandémie. Elle-même autiste. D'accord. Je suis mariée à un autiste. Enfin, on a compris D'accord. au fur et à mesure des années qu'en fait elle est autiste. Ah, lui aussi et moi donc peut-être aussi parce que j'ai eu une réaction très violente entre guillemets, très puissante à une vidéo sur YouTube qui expliquait très bien l'autisme et j'ai pleuré. J'ai dit, Ah, mais c'est moi, mais c'est moi, mais c'est moi. D'où donc mon questionnement. Ouais, je comprends. Et donc là, du coup, j'ai pu vraiment, j'ai travaillé, continué à travailler, mais aussi j'ai dû m'occuper de l'éducation de ma fille. Bref, depuis 2020, c'est vraiment difficile. Ouais. Les problèmes d'identité par-dessus tout ça. Et puis, pourquoi ça va toujours pas vraiment bien, quoi, avec tout ce que j'ai fait, parce que la psychothérapie, l'hypnothérapie, après j'ai appris le EFT, le Emotional Freedom Techniques, où on appuie sur les points d'énergie, les points énergétiques sur le visage et le haut du corps. J'ai appris ça et c'était tellement génial comme technique et j'ai pardonné à mon père. Et j'ai fait une séance un jour et pouf, c'est sorti et j'ai complètement pardonné mon père. Je me suis dit, ah génial, ça y est, je suis libre. Et ben non, encore un an après, ça n'allait toujours pas vraiment bien. Je comprenais pas pourquoi. Ouais, bah oui. Et puis enfin, il y a 6 mois, il y a 7 mois, j'ai eu la dernière pièce du puzzle. C'est comme ça que je le décris. Je pense qu'il y a rien d'autre à découvrir. Ouais. Ça y est, en fait, tout s'est mis en place. Ouais, c'est ça. Toutes les cases sont cochées et la prise de conscience a pu être amenée, en totale, fait. Ouais. Mais est-ce que... mais ça veut pas dire que tout est résolu non plus, quoi. Donc j'avance. Non, oui. Ouais. Maintenant, en plus, tu dois avancer avec cette prise de conscience parce que tu sais. Ouais. Et j'ai entendu dire aussi dans un de tes épisodes, même peut-être 2 ou 3, que pour certaines personnes, on parle même pas de reconstruction, mais juste de construction, quoi. Et j'étais arrivée à cette conclusion moi-même, et puis quelqu'un récemment sur ton podcast l'a confirmé. Je me dis, ah ben c'est ça, moi c'est pareil. Moi j'ai dû me construire parce que tout ce qu'il y avait avant, c'était des sables mouvants, c'était des fausses idées, des fausses choses sur moi. Et donc, je me construis en ce moment, en fait. Donc, à 49 ans, il serait temps, quoi. T'apprends à te connaître. Tu fais ta connaissance. Comment tu vas d'ailleurs aujourd'hui, après cette révélation, finalement? Ouais. Je la connaissais, cette question, hein, mais... il y a des hauts débats, toujours, en fait. Il y a toujours des hauts débats. Oui. Je peux même pas dire qu'il y a plus de hauts que de bas. Ça doit être 50-50. Mais je sais mieux gérer, parce que maintenant, je sais ce à quoi il faut que je fasse attention, en fait, sur quoi je dois porter mon attention. Pas sur des fausses choses comme qu'est-ce que c'est mon rôle dans ma vie? Ça, c'est faux d'une certaine façon, parce que c'est pas le vrai problème. Oui, je comprends, mais ça fait partie de ce truc, parce qu'en fait, comme t'as cette problématique identitaire de tu sais pas forcément qui tu es, en fait,
C'est quoi le sens de tout Ah, ça? mais c'est trop avancé. Or là, bah voilà. Mais or là, t'es en train justement d'apprendre à te connaître, tu fais ta connaissance, donc peut-être que tu vas aussi trouver, sans forcément un truc incroyable, tu vois, on est toujours Bah, sur des c'est trucs ça. où on se dit quel est le sens de ma vie, pourquoi suis-je là? Bah, il y a peut-être un truc où tu te diras bah ouais, c'était peut-être pour ça, peut-être que c'est pour pas grand-chose, mais c'est très bien en fait, on n'est pas obligé d'avoir C'est ça. un truc. Mais c'est exactement ça, c'est la grosse déception en fait, c'est qu'après toutes ces études que j'ai faites, après toutes les formations que j'ai faites, en fait, j'enseigne le français et en fait, j'adore. Et Bah c'est trop bien si c'est t'adores, si tellement ça te simple. plaît, t'as tout gagné, c'est... Alors, bah du coup, je me pose moins de questions. Alors ça a toujours été aussi un truc que Ouais. j'ai entendu par ma mère surtout. Mais arrête de te poser des questions, mais tu te poses trop de questions. Bah oui, c'est sûr, elle se pose jamais de questions, donc ça c'était bien pratique. Mais moi, forcément, j'avais plein de questions à me poser, hein, la preuve. Et c'est vrai Ouais, que ouais. maintenant, du coup, si je fais que ça, bah, je me pose moins de questions et on s'amuse bien et on a des bonnes conversations et j'adore parler avec les autres, donc ça tombe bien. Et finalement, bah oui, Ouais. finalement, c'est si simple que ça, quoi. Peut-être. Bon, après, ça va peut-être changer, mais voilà. Donc, globalement, ça va. Et en... Globalement, ça va, mais ça pourrait être mieux, quoi. Ouais. En parlant des autres, quel message t'aurais envie de faire passer à justement toutes ces personnes qui vont t'écouter parler? Alors déjà, témoigner. Venez ici, témoigner. Euh, Venez, mais inscrivez-vous vite parce que les Ah places oui, partent ça vite. part vite. Hein. Je vais dire en passant, j'ai attendu 6 mois pour venir ici. 6 mois, ouais, je crois. Donc inscrivez-vous vite. Et comme ça vous laisse le temps aussi de réfléchir, d'avancer. C'était bien. Hein. Si j'avais fait cet entretien, cette interview, je sais pas, au mois de mai, on aurait eu des réponses différentes. Donc c'est très bien aussi d'attendre un petit peu. Mais si vous sentez que vous voulez témoigner, témoignez parce que ça aide tellement les autres. Moi, je remercie toutes celles qui sont passées, et tous ceux d'ailleurs qui sont passés ici avant moi, Romane. Merci à toi, Romane, aussi d'avoir créé ce podcast parce que vraiment, ça aide les gens à comprendre, à se comprendre et à se dire qu'on n'est pas seul. Et non, vous n'êtes pas seul. Et il n'y a pas de petit traumatisme en fait. Parce que pour moi, ça reste toujours un petit truc. Même si c'est en fait, ça explique Absolument. tout, en fait, ça reste un petit truc. Je me suis pas fait violer, a priori, il m'a jamais violé, par exemple. Donc il faut pas diminuer la chose, mais d'un autre côté, il y a pas de, ouais, il y a pas, parce que justement, il y a pas de petit traumatisme. On sait pas ce que ça peut Non, engendrer. t'as complètement raison. Il faut absolument pas minimiser ou hiérarchiser les douleurs et les souffrances des autres, en fait. C'est des douleurs qui sont différentes, mais pour autant, le cœur du problème, c'est la Ouais. souffrance. Et ça change pas. Et ça peut être, Non. on peut avoir les mêmes symptômes exactement après avoir été violé ou après avoir juste, on va parler encore des attouchements, juste. En fait, il n'y a pas de juste, il n'y a pas de petit trauma avec un petit T ou de grand trauma avec un grand T. On peut pas hiérarchiser. Pas du tout. Ça vous affecte comme ça vous affecte et essayer de trouver des solutions, parler aux autres parce que finalement, quand moi j'ai commencé à parler, tellement de mes amis m'ont dit moi aussi. Alors pas forcément par leur père, mais par leur grand-père, par leur frère, par un ami des parents, que j'en reviens pas et qu'on n'en ait jamais parlé. C'est des amis de longue date, des amis d'enfance. Mais c'est tellement tabou. Alors pour moi c'était pas tabou vu que pour moi c'était rien du tout. Oui. Mais pour elle, oui, pour elle c'est tabou. Et donc enfin on en parle quoi. Donc ça sort. Donc parlez, si vous pouvez, si vous le sentez. Merci beaucoup, Solène. Merci à toi, Romane. Encore un grand merci à toi, Solène. T'es pas toute seule et on te croit. Et si vous aussi vous avez envie de raconter votre histoire au micro du podcast, vous pouvez me contacter sur Instagram
ou par mail à l'adresse suivante aprèslevide.podcast@gmail.com. À dans 2 semaines pour le prochain épisode d'Après le vide.